Salut! Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de célèbres oiseaux marins qui peuplent l'Antarctique, les manchots. Et oui, parce que ce sont bien des manchots que l'on observe en Antarctique, et non des pingouins. Alors, quelle est la différence entre le pingouin et le manchot? Est-ce que c'est la taille, la couleur, le régime alimentaire? En fait, c'est encore plus simple que ça. Aujourd'hui, on distingue les pingouins par leur capacité à voler, alors que les manchots, eux, ne volent pas. En plus, les pingouins se retrouvent dans l'hémisphère nord. Pour l'anecdote, on peut même observer des pingouins en Bretagne, le pingouin torda, qui ressemble classiquement à un oiseau noir et blanc. Mais cette confusion, manchot-pingouin, vient en partie de la ressemblance étymologique entre le mot français pingouin et les termes désignant les manchots dans d'autres langues, telles que l'anglais, penguin. Quand on pense au manchot, on pense souvent au manchot empereur. C'est le plus grand des manchots. Il peut mesurer jusqu'à 1,30 m. Mais il existe aussi plein d'autres espèces, moins connues, qui peuplent l'hémisphère sud. On en compte plus d'une quinzaine, avec parmi elles le manchot royal, qui ressemble au manchot empereur bien qu'un peu plus petit, mais aussi les gorfous, avec par exemple des gorfous sauteurs, huppés ou macaronis, ainsi que des manchots adélie, à jugulaire et des manchots papous. Et d'ailleurs, ces différentes espèces ne se trouvent pas seulement en Antarctique. Par exemple, on peut trouver des manchots en Nouvelle-Zélande, comme le manchot pygmée ou œil jaune, mais aussi des manchots en Amérique du Sud ou au sud de l'Afrique. Pendant l'expédition Antarctique de Degré, je vais m'intéresser à 3 espèces de manchots. Le manchot adélie, le manchot à jugulaire et le manchot papou. Ils sont moins impressionnants par leur taille que leurs congénères, les manchots empereurs, car ils mesurent environ 50 à 80 cm. Mais ils sont particulièrement intéressants car ces espèces peuvent se retrouver à cohabiter au sein de mêmes espaces. Rendons-nous au nord-ouest de la péninsule antarctique, où l'on observe ces 3 espèces de manchots. Elles s'installent généralement sur les bords de plage et en colonies, puisque les manchots ne sont pas des oiseaux solitaires. On peut retrouver d'ailleurs des colonies d'un peu toutes les tailles. Il existe des colonies qui comptent plus de 20 000 individus sur un même site, alors que sur certaines petites îles, on n'atteint même pas le millier. Pour la reproduction, ces 3 espèces ont le point commun de faire des nids. Ces nids ne ressemblent pas aux nids que l'on observe par chez nous. Ce sont des nids constitués de galets disposés à même le sol et qui font environ une quarantaine de centimètres de diamètre. Les pierres sont collectées dans les alentours. Mais si le couple ne parvient pas à trouver de pierres à son goût, il n'est pas rare qu'ils se permettent d'aller voler celles du voisin. Alors, à quoi sert ce nid? Les chercheurs pensent que la construction de nids limite la perte d'œufs, par exemple en cas d'inondation, mais qui joue aussi le rôle d'isolant, contribuant à maintenir les œufs au chaud pendant la période d'incubation. Les manchots construisent leurs nids les uns à côté des autres, avec une distance minimale entre les nids, respectant ainsi le territoire de chaque couple. Par exemple, 70 cm environ chez les manchots adélie. Cette organisation en colonie permet notamment de se protéger des attaques d'autres espèces d'oiseaux, comme les squats, qui se nourrissent des œufs et des poussins des manchots. Une toute petite digression. L'existence d'un nid simplifie la localisation du partenaire et du poussin lorsque le parent retourne à la colonie après une partie de pêche. Par contre, la question qui s'est posée pour les chercheurs est comment est-ce que les manchots qui ne construisent pas de nid, comme les manchots royaux et les manchots empereurs, parviennent-ils à retrouver leurs petits et leurs partenaires dans une si grande foule de manchots toujours en mouvement? Des études ont montré que la reconnaissance du cri est primordiale pour se retrouver dans cette foule. En effet, les manchots sont capables de distinguer et reconnaître leurs partenaires ou leurs parents à une dizaine de mètres dans une foule par la reconnaissance vocale, puisque chaque manchot possède sa propre signature vocale qui est reconnue par son partenaire et son petit. Revenons à nos 3 espèces de manchots, manchot adélie, manchot à jugulaire et manchot papou. La période de reproduction de ces manchots a lieu pendant les mois les plus cléments en Antarctique, alors que pendant l'hiver, les manchots quittent la colonie. Il faut juste se rappeler que l'été en Antarctique commence en novembre et finit en février. Prenons comme exemple le cycle de reproduction d'une colonie de manchots adélie. Ces oiseaux reviennent d'une année sur l'autre à la même colonie, généralement en octobre. À leur retour, les mâles commencent la construction du nid, les couples se forment, les partenaires s'accouplent et continuent ensemble de construire leur nid. Environ un mois après ce retour des manchots à la colonie, les femelles commencent à pondre. Elles pondent généralement 2 œufs chacune.
Après la ponte, elles partent en mer pour se nourrir, laissant les mâles seuls couver les œufs pendant cette période. Elles reviennent environ 2 semaines plus tard, elles prennent le relais, permettant ainsi aux mâles de partir à leur tour en mer. Les œufs sont ainsi couvés pendant une trentaine de jours avant l'éclosion. Les parents continuent ensemble de s'occuper de leur progéniture et cette période peut être divisée en 2 étapes. Une étape de garde, durant laquelle les 2 parents se relaient tous les jours, l'un restant au nid pour garder et nourrir les petits, pendant que l'autre part en mer pêcher. Cette étape est suivie d'une étape dite de crèche, durant laquelle les parents nourrissent moins fréquemment leur progéniture, s'absentent de plus en plus souvent, laissant les poussins non gardés, qui peuvent soit rester au nid, soit former des groupes avec les autres poussins de la colonie. Ce n'est qu'en février que les parents et les petits quitteront indépendamment la colonie pour leur migration hivernale. Mais avant, une étape de mue est indispensable aux petits pour acquérir une protection imperméable et pouvoir pêcher et se nourrir par eux-mêmes. Est-ce que les manchots sont des animaux fidèles? C'est aussi une question que les chercheurs se sont posées. En suivant les manchots d'une année à l'autre, on se rend compte que chez certaines espèces, si les partenaires du couple parviennent à élever leur progéniture jusqu'au bout, ils auront tendance à reformer leur couple à l'année suivante. En revanche, si les partenaires ne parviennent pas à faire survivre leur progéniture, à cause d'accidents tels que la perte des œufs ou la mort des poussins, alors les partenaires seront moins susceptibles de se retrouver l'année suivante. De manière générale, une étude a estimé que la probabilité qu'un couple se reforme d'une année à l'autre est de 62% pour les manchots adélie, 82% pour les manchots jugulaires et 90% pour les manchots papous. Donc, même si ces données varient selon la géographie et les années, on peut considérer que ces manchots sont des animaux relativement fidèles. Bon, jusqu'ici, on a fait un grand tour d'horizon sur les manchots, leur milieu de vie et leur reproduction. Mais on n'a toujours pas répondu à l'une des questions essentielles, quelle est leur place dans le réseau alimentaire? C'est-à-dire, que mangent-ils et par qui sont-ils mangés? Dans la mer, les manchots sont la cible des léopards de mer, mais aussi des orques. Sur Terre, en revanche, les manchots adultes n'ont pas de prédateurs. Lors des périodes de reproduction, ils doivent tout de même faire attention aux attaques des squats qui se nourrissent notamment des œufs et des poussins. Le régime alimentaire des manchots varie d'une espèce à l'autre et en fonction des ressources dont ils disposent. Mais l'alimentation principale des manchots adélie, jugulaires et papous se compose de krill antarctique et de poissons. Le krill, c'est ce petit crustacé de 3 à 6 cm de couleur orangée qui ressemble à une petite crevette. Il est à la base de l'alimentation d'un grand nombre d'animaux en Antarctique, tels que les poissons, les manchots, les phoques ou encore les baleines. Mais des pressions comme la pêche ou la réduction de la banquise pèsent sur ce crustacé, et donc sur l'ensemble des animaux qui s'en nourrissent. On a dit au début de cette vidéo que les manchots adélie, jugulaires et papous étaient capables de cohabiter en période de reproduction. La cohabitation génère souvent de la compétition interspécifique, c'est-à-dire la mise en concurrence des espèces pour l'accès aux ressources de l'environnement, telles que l'accès aux ressources trophiques, alimentaires, ou à l'espace de vie. Plusieurs études ont déjà été menées sur l'éventuelle compétition entre les manchots pour l'accès à la nourriture. En enregistrant les caractéristiques de leur sortie en mer, les chercheurs ont pu montrer que les manchots ne semblaient pas présenter les mêmes stratégies de pêche. Par exemple, une étude menée sur l'île du Roi-George suggère d'une part que les 3 espèces de manchots en cohabitation ont tendance à ne pas pêcher aux mêmes heures de la journée et d'autre part que ces espèces peuvent pêcher à différentes profondeurs. Cette désynchronisation et l'exploitation de différentes profondeurs pourraient participer à limiter la compétition pour l'accès aux ressources alimentaires. Lors de la mission Antarctique de Degré, l'enjeu sera plutôt d'étudier la cohabitation à terre. L'objectif étant de comprendre comment les différentes espèces de manchots s'organisent et se répartissent l'espace de nidification. En péninsule, les espaces de vie évoluent, notamment du fait du changement climatique. Le retrait des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, la diminution de la taille de la banquise sont autant de phénomènes qui contribuent à modifier le milieu de vie des manchots. Ces modifications vont engendrer de nouvelles pressions sur les espèces. Il est donc possible que les relations interspécifiques, c'est-à-dire les relations entre les différentes espèces, seront elles-mêmes amenées à évoluer.
Comprendre les relations actuelles entre les espèces pourra permettre d'anticiper certaines conséquences des changements du milieu de vie sur les relations. Pendant la mission Antarctique de Degré, mon rôle sera de cartographier et topographier les sites de nidification et d'analyser la répartition des manchots au sein de ces sites. Pour ça, on couplera des observations faites depuis le sol à des analyses d'images aériennes obtenues grâce à l'utilisation de drones. Notre itinéraire en bateau nous permet d'étudier plusieurs colonies de manchots et donc de comparer les résultats obtenus d'un site à l'autre. Ça promet. Il existe une quinzaine d'espèces de manchots dans l'hémisphère sud. Lors de l'expédition Antarctique de Degré, je me focaliserai sur 3 d'entre elles, les manchots papous, les manchots adélie et les manchots à jugulaire. L'étude de ces oiseaux marins dans leur milieu naturel est un véritable défi, car leur comportement et la dynamique de leur population dépendent d'une multitude de paramètres, tels que la disponibilité des ressources alimentaires, la présence ou non d'autres espèces, ou encore les conditions météorologiques. C'est pourtant quelque chose d'essentiel, d'une part pour protéger ces espèces, mais aussi pour mieux connaître l'état de santé des écosystèmes dans lesquels elles évoluent.